Bonjour les enfants, alors c'est parti pour une explication du début du chapitre 17 de Gargantua. Commençons par contextualiser le passage. Grand Gousier s'est aperçu précédemment que le savoir des précepteurs sophistes qu'il a donné à son fils, par exemple Tubal de Loferne, n'est, je cite, que bêtise. Les méthodes ne font qu'abattardir les bons et nobles esprits et corrompent toute la fleur de la jeunesse, dit-il. Le brillant discours d'un jeune et charmant page nommé Eudémon lui a fait comprendre l'urgence de donner à son fils un autre enseignement. Il s'en remet alors à Ponocrates, qui signifie en grec « travailleur endurant », pour être le nouveau professeur de Gargantua. Afin d'être au plus proche de la pédagogie moderne, il décide de se rendre à Paris. Sur le chemin, la jument géante de Gargantua a décimé de sa queue une forêt en voulant se défendre de mouches. Premier épisode où le gigantisme de Gargantua fait des ravages. Il explique ainsi l'origine de la plaine de la Beauce. Le passage que nous allons étudier correspond donc à leur arrivée à Paris. Allons pour la lecture du passage. Après qu'il se fut reposé quelques jours, il visita la ville et tout le monde l'admira. Car le peuple de Paris est si sot, si badaud et si inepte de nature qu'un battleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vieilles au milieu d'un carrefour rassembleront plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Et ils le poursuivirent de façon si importune qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. En ce lieu, et voyant tant de gens autour de lui, il dit « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici mon droit de bienvenue et une gratification. C'est juste. Je vais leur donner un pourboire, mais ce sera Paris. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant son membre en l'air, les compissa si énergiquement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Un certain nombre d'entre eux échappèrent à cette cascade de pisse grâce à la légèreté de leurs pieds. Et quand ils furent au plus haut de la montagne de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et jurer, les uns de colère, les autres par rire. « Carimari, Carimara, par sainte Mamie, vous nous baignez par riz !» Voilà pourquoi la ville fut nommée Paris, et elle qui auparavant se nommait Lutèce, comme le dit Strabon au livre 4, c'est-à-dire Blanchette, à cause des blanches cuisses des dames du Dieu. Et pour autant que les assistants, lors de cette nouvelle imposition de nom, jurèrent chacun les saints de leur paroisse, les Parisiens, qui sont extraits de toutes sortes de nations et de toutes pièces, sont par nature et bons jureurs et bons juristes, et quelque peu vaniteux. Ce pourquoi Joannus de Baranco, au livre de l'abondance des saluts, estime qu'ils sont dits parésiens, selon une forme grecque, c'est-à-dire hardis en parole. Avant d'entreprendre l'analyse détaillée de ce passage, ciblons d'abord les enjeux. Il faut commencer par dire que ce passage est tout à fait représentatif du comique rabelaisien. On peut voir ici à l'œuvre le gigantisme, qui devient un élément du comique rabelaisien. L'auteur perpétue donc une tradition folklorique qui associe le gigantisme au grotesque. Un grotesque, on peut dire réaliste, puisque Rabelais mêle à sa description réaliste de Paris et ses infortunes une forme d'irrévérence. Il fait ainsi un portrait pour le moins à charge des Parisiens. Rabelais recourt à un comique obscène qui se rattache à la tradition populaire, on l'a dit, et notamment à celle du carnaval où toutes les licences, toutes les libertés étaient autorisées. Rabelais joint donc la grivoiserie à la fantaisie la plus débridée. Le jeu est également parodique. Il parodie ici les textes bibliques et les textes savants. Rabelais récrit une sorte de déluge d'urine qui sert, on le verra, de nouveau baptême aux Parisiens. Enfin, il tourne en dérision le savoir, l'érudition. Il s'amuse ainsi de la pédanterie intellectuelle qui veut trouver une origine à chaque mot. Il propose alors des étymologies qui se veulent sérieuses et qui ne sont en fait que bouffonnes. Bon bref, en résumé, on peut voir ici trois motifs de rire. Il rit des Parisiens, il rit du savoir et il rit de et par la littérature. C'est ce qui nous fera poser la problématique suivante. En quoi le rire de Rabelais permet-il de faire la satire des Parisiens et du savoir ?
Le géant Gargantua n'est pas particulièrement bien accueilli par les Parisiens, on peut le voir dans le premier mouvement. Leur curiosité est si mal placée qu'elle en vient à harceler le héros qui devient alors un objet de foire. Rabelais fait donc la satire d'une population grossière, mal dégrossie et d'une ville où règne l'agitation et la frivolité. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, après qu'il se fût reposé quelques jours, opère une ellipse temporelle. Dans un premier temps, l'arrivée dans la capitale n'a pas encore fait de grand bruit. Et Gargantua a eu tout le temps pour se reposer. Mais ensuite, la coordination de deux verbes d'action au passé simple, il visita et tout le monde l'admira, souligne la concomitance des deux événements. Il suffit que Gargantua pointe son nez en dehors de chez lui pour qu'il soit l'objet de toutes les curiosités, de toutes les admirations. On retrouve une conjonction de coordination, cette fois car, qui introduit une cause. Et cette conjonction est censée expliquer ce phénomène d'émerveillement. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit dû, cet émerveillement, au gigantisme de Gargantua. Mais Rabelais le justifie par la bêtise naturelle des Parisiens. On le voit d'abord avec l'accumulation d'adjectifs péjoratifs accompagnés de l'adverbe d'intensité si, car ils sont si sots, si badauds, si ineptes. Et puis, on peut voir qu'il se moque ensuite par le comparatif de supériorité. En fait, Rabelais compare la grande agitation que suscitent les amuseurs publics, qu'on retrouve dans une énumération bouffonne où se mêlent aussi bien des hommes qu'un mulet. L'énumération d'ailleurs prend des accents comiques car elle souligne l'importance que le public donne à ces amuseurs. Et donc il compare ces amuseurs publics au désintérêt que suscite au contraire un bon prêcheur évangélique. Rabelais insiste sur le fait que c'est un peuple donc sans esprit qui fait primer le divertissement sur la foi. Rabelais défend ici un courant religieux né de la Renaissance auquel il n'a jamais caché sa sympathie. Il s'agit de l'évangélisme. Ce mouvement consiste en fait à prendre l'écriture comme un seul fondement et il s'agirait de lire le texte, de le réfléchir et donc d'être du côté du bon prêcheur. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, si importune qu'il fut contraint de se reposer sur les tours, permet de lier de façon logique l'acte important auquel Gargantua va se livrer, c'est-à-dire pisser sur la ville de Paris, on va le voir, à l'attitude également déplacée des Parisiens. Rabelais fait en sorte que le châtiment de son héros se justifie par l'absence de savoir-vivre de la population. Si il en vient à commettre un sacrilège envers l'Église, c'est tout simplement parce qu'il y a été contraint. Dans un deuxième mouvement, on assiste à un grossier et comique châtiment. Du haut de la cathédrale où il est grimpé, où il est tout naturellement grimpé d'ailleurs, le malicieux Gargantua réfléchit et applique un monstrueux châtiment. Rabelais s'amuse à réécrire de façon grivoise l'épisode biblique du déluge. Ici, l'humour désamorce l'horreur de la punition et celle-ci, comme dans le texte fondateur, peut être lue de façon allégorique puisqu'elle peut s'apparenter, on le verra, à un symbole de la Renaissance. Bon, reste que Rabelais recourt maintenant au discours direct en rapportant les paroles que son héros se prononce intérieurement du haut de la tour. Cela permet de donner plus de vie à son récit et aussi à faire entendre la gaieté qui sort de sa bouche. L'injure maroufle et l'ironie dont fait preuve Gargantua témoignent de la malice du héros, plus que d'une cruauté de sa part d'ailleurs. En effet, les périphrases « mon droit de bienvenue » et « une gratification » apparaissent comme des antiphrases compte tenu de ce qui va suivre. Il n'y a là rien de bien accueillant ni de grand gratifiant, n'est-ce pas ? Gargantua donc joue ensuite sur les mots avec le terme pourboire, car pourboire est également à prendre dans un sens ironique. Il joue ici sur son étymologie qui consiste à le découper en deux mots. Il s'agit bien sûr de pourboire. Gargantua compte donner aux Parisiens à boire, disons-le, son pipi. Mais il précise bien qu'il s'agit d'une plaisanterie avec le complément de circonstanciel de manière Paris. Le côté grivois
paillard se retrouve dans le paragraphe suivant en convoquant le vocabulaire du bas corporel. On parle d'une belle braguette, il sort son membre, il compisse, et on parle d'une métaphore ici, d'une cascade de pisse. Rabelais reprend ainsi l'humour populaire à tendance scatologique et sexuelle qui a cours à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. La noyade est grotesque et ainsi cela permet de neutraliser par l'hyperbole la dimension dramatique qu'elle pourrait prendre. La cascade de pisse entraîne plus de noyés qu'il n'y a d'habitants à cette époque. Le chiffre donné est complètement aberrant. Et d'ailleurs, la précision « sans compter les femmes et les enfants » permet de faire ressortir le caractère burlesque, grotesque et démesuré du chiffre avancé. D'ailleurs, il paraît assez absurde, car injustifié, de les exclure du compte. Donc, cette noyade est considérée, je l'ai dit, un petit peu avant pour l'annoncer, comme le signe d'un renouveau. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'elle appartiendrait à ce que le critique Michael Bakhtin appelle le drame comique qui englobe à la fois la mort de l'ancien monde et à la naissance de nouveau. En fait, Rabelais tente de nous dresser une nouvelle image qui remplacerait l'ancienne. Il gomme Paris sous un déluge pour en faire naître un nouveau. L'idée centrale, c'est que Gargantua baptise les Parisiens. Les 260 418 victimes sont bénies par le rire. C'est-à-dire, ils sont initiés à un nouveau message spirituel. Et à ce propos, certains choisissent à la fin, on peut le voir, du paragraphe, de rire plutôt que la colère. C'est donc un baptême du rire auquel nous assistons. Rabelais s'amuse à montrer ensuite les chétifs et minuscules parisiens dans une position ridicule. On le voit notamment avec l'accumulation de participes présents suant, touchant, crachant et hors d'haleine qui soulignent leur pathétique agitation et le chaos dont ils sont les victimes. Enfin, les verbes blasphémer et jurer poursuivent la satire du peuple en suggérant de nouveau son impiété. Le dernier mouvement offre à Rabelais l'occasion de s'adonner à un petit jeu savant et comique d'étymologie. En fait, l'attitude et les paroles des Parisiens permettent à l'auteur de s'adonner donc à un jeu tout à la fois sageant et comique, convoquant une fausse érudition, appuyée sur de tout aussi fausses références. Le narrateur, tout en poursuivant sa satire d'une population profuse et confuse, explique l'origine des mots Paris et parisien. La satire de Rabelais s'exerce alors aussi bien sur le savoir, lequel peut permettre de tout expliquer et surtout de tout falsifier. Les paroles des Parisiens que le narrateur rapporte au discours direct sonnent comme une formule magique. L'absence de sens est secondaire, et c'est avant tout le jeu sonore avec les assonances en A et en I, Carimari, Caramara, etc., qu'il faut retenir. Cette complainte résonne finalement de façon parfaitement humoristique. Le complément circonstanciel qu'on a déjà croisé, Paris, reprend les termes de Gargantua et inspire à Rabelais un jeu de mots qui le ramène à une explication érudite. En effet, le narrateur, avec le présentatif voilà, l'emphase, dresse un lien de cause et d'effet entre la plaisanterie du géant commise, Paris, et la future capitale de la France, Paris. Donc le jeu étymologique tourne au ridicule cette manie des savants à vouloir trouver une origine à tous les faits de langue. Et celui-ci est redoublé ensuite par un second jeu sur le nom Lutèce. D'ailleurs, pour la ville de Lutèce, il va prendre appui sur un argument d'autorité. Il va citer un auteur, Strabon, n'est-ce pas ? La référence donc à un auteur dont il donne précisément les références du livre pour donner donc l'illusion d'une rigueur, d'un sérieux scientifique. Ça lui permet de justifier une étymologie tout aussi farfelue que celle de Paris. Lutèce signifierait blanchette en grec, et ces petites blanches seraient en fait les cuisses des femmes. Bref, ça n'a pas de sens. Le rire naît ici d'une parodie d'érudition. Rabelais se moque des intellectuels de son époque
qui sont capables de produire des théories fumeuses et intellectuelles absolument insensées par seul goût et défi du savoir. Ensuite, le champ lexical de la religion, avec imposition de noms, comme s'il s'agirait d'une cérémonie de baptême où on impose les mains, où on impose un nom, avec saint et paroisse, souligne la crédulité des Parisiens et leur propension au blasphème. Ils s'en remettent à n'importe quel saint, comme on dit. Cette absence d'unité se retrouve dans la proposition subordonnée relative qui sont extraits de toutes sortes de nations et de toutes pièces. Bref, c'est une population qui part dans tous les sens et qui vient de partout. En les disant « bon jureur » et « bon juriste », Rabelais poursuit cette satire. Il joue ici sur la paronomase, qui, en fait, la paronomase, c'est un rapprochement de mots par les sonorités voisines. Jureur ressemble à juriste. Il rapproche alors deux fonctions opposées. Un jureur exprime des promesses, il jure, comme les Parisiens qui se plaignent, et les juristes sont des hommes qui connaissent les lois. Donc le narrateur montre l'incohérence d'un peuple qui adopte tout à la fois des discours opposés, celui du ciel, juré, le ciel, et celui de la loi, celui des juristes. L'euphémisme, quelque peu vaniteux, est ironique, car il tend à dire qu'ils ne sont pas seulement quelque peu, mais en vérité, qu'ils le sont totalement vaniteux. En tout cas, c'est ce qu'il sous-entend avec le dernier jeu savant auquel il s'adonne. Il fait un lien entre la vanité des Parisiens et leur nom. Et pour cela, il s'appuie à nouveau sur une fausse étymologie, elle-même appuyée sur une fausse autorité, Joannus Barranco. En effet, cet auteur est imaginé par Rabelais au même titre que le titre de son livre, de l'abondance des saluts. Donc Rabelais tourne en dérision un savoir qui peut permettre de tout justifier, on l'a déjà dit, même une mythologie farfelue qui remonte à une hypothétique forme grecque se traduisant par hardi en parole pour expliquer le nom parisien. Enfin bref, le rire de Rabelais brouille joyeusement les frontières entre le savoir et la vérité.